Salut à tous et bienvenue sur ICP Muscu. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour parler de l'échauffement. Alors l'échauffement c'est quelque chose qui est extrêmement négligé. La plupart des adhérents qu'on voit savent quasiment pas à quoi ça sert en fait. Et du coup forcément le négligent. Donc on va vraiment voir un petit peu à quoi sert l'échauffement réellement et comment faire un bon échauffement qui soit complet, qui couvre vraiment tout ce dont on a besoin et surtout qu'est-ce que ça va nous apporter. Donc on est parti. Donc concrètement, l'échauffement, moi j'appelle quasiment plus ça aujourd'hui de l'échauffement, j'appelle ça de la préparation à l'entraînement. Pourquoi? Parce que échauffement, ça nous fait penser juste à un élément qui est de simplement se chauffer, donc de faire augmenter la température corporelle. Donc c'est quelque chose d'important, on en convient, mais c'est que 10% du travail réel de l'échauffement. Le but de l'échauffement, ça va être de préparer les tissus, de préparer les articulations, de préparer les tendons, de préparer les muscles, de préparer le système nerveux à l'effort, et de commencer à régler les patrons moteurs, donc les schémas de mouvement qui vont être sollicités. Donc typiquement, si vous faites de l'arraché, c'est vous préparer à faire ce mouvement qui est technique, donc se préparer aussi sur le plan coordination, sur le plan technique. Donc il y a tous ces éléments-là à couvrir avec un échauffement, et la plupart des gens, quand ils rentrent dans leur salle de sport, ou dans leur box, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ramer ou ils vont courir 5 minutes, et paf paf, ils sont échauffés. C'est vraiment très réducteur, et il y a beaucoup plus que ça à couvrir. Donc je vous ai fait un petit tableau pour voir un petit peu ce qui constitue pour moi un bon échauffement, et donc toutes ces étapes à quoi elles vont servir. Donc, première étape, je conseille toujours de faire du foam rolling. Donc c'est des massages avec ces outils-là, donc que vous connaissez tous bien. Donc on a le rouleau de massage et on a la petite baballe. Donc leur intérêt il est simple, c'est vraiment supprimer les limitations. Donc tout simplement quand vous durant votre journée, comme moi je pense, vous passez du temps assis, vous passez du temps peut-être à regarder la télé, à lire des bouquins, vous passez du temps à travailler, etc. Ce qui entraîne différentes postures que vous allez tenir plus ou moins longtemps et qui vont créer des limitations. Donc typiquement, si comme moi vous passez pas mal de temps devant un ordinateur par exemple, donc ça va tendre les biceps, ça va tendre les pectoraux, ça va relâcher un petit peu, désactiver un petit peu la ceinture scapulaire, ça va tendre toute la structure de la hanche, les fléchisseurs de la hanche. Et quand vous allez devoir vous entraîner, bah, toutes ces limitations, vous allez les retrouver dans vos mouvements si vous ne les avez pas réglées au préalable. Donc c'est à ça que va nous servir le foam rolling, c'est vraiment à faire sauter un peu toutes ces tensions, alors qui seront inhérentes à votre journée, voire à votre semaine d'entraînement. Hein. Ça peut être des restes des différentes séances, des petites courbatures, des petites micro-lésions, des choses comme ça, voire carrément des trigger points, qui sont des points, donc ce qu'on appelle en français des points gâchettes, donc qui sont en fait des nœuds de tissus cicatriciels dans les différents tissus conjonctifs que vous avez, qui empêchent en fait les tissus de glisser les uns sur les autres, puisqu'il y a une tension, en fait, ça empêche les tissus de glisser. Ce qui pose un énorme problème dans les mouvements, ça limite vraiment l'amplitude, la génération de puissance et de vitesse aussi dans les mouvements. Donc, ces massages-là, on va les travailler en priorité, c'est la première étape, parce qu'avant de vouloir mobiliser les tissus, que ce soit avec des étirements, des exercices, peu importe, avant de vouloir les mobiliser, il faut s'assurer que les tissus glissent correctement. Donc, première étape, ça va être les massages. Alors, petit détail, et là je vais paraphraser Kelly Starrett, qui est un peu l'un des experts dans ce domaine-là. On appelle ça du foam rolling, donc c'est ce qui pourrait se traduire par un massage roulé, on va dire. Kelly Starrett dit que ce n'est pas rouler, mais que c'est smasher, c'est vraiment détruire en fait. C'est-à-dire que les différentes adhérences vont être comme des nœuds, et que pour défaire ces nœuds, il faut les écraser en fait, il faut vraiment les broyer. Donc, si vous êtes capable de sourire, de discuter ou d'avoir une tête joyeuse quand vous faites des massages, c'est que vous les faites pas bien. Il faut vraiment que ce soit appuyé et lent pour venir en fait casser toutes ces adhérences. Donc, il faut vraiment que ça se passe. Pour faire un aller-retour par exemple sur le biceps, il faut que ça vous prenne une dizaine de secondes et il faut que ce soit désagréable quoi. Sinon, c'est que vous vous contentez de brasser des allers-retours et ça ne sert à rien, ça fait juste monter la température corporelle. C'est toujours utile, vous ressentez un mieux-être après parce que le muscle est chaud, donc vous sentez moins les tensions, mais pour autant vous n'avez pas agi réellement sur les tensions, donc vous n'avez pas fait le travail qu'il était nécessaire de faire. Donc c'est vraiment lent, contrôlé, très appuyé, ça doit faire mal. Je sais, c'est pas forcément agréable, mais c'est à ça que ça sert. Si vous ne le faites pas, autant ne pas le faire du tout, vous gagnerez du temps. Deuxième étape, étirement statique et dynamique. Donc j'ai bien mis statique, flèche, dynamique, donc c'est du statique au dynamique.
Donc le statique va permettre encore une fois de relâcher les tensions, de permettre au tissu de glisser, de circuler de manière optimale, et ensuite le dynamique va commencer à transférer ça dans le mouvement. Beaucoup de gens sont contre les étirements statiques, parce que certaines études ont prouvé que voilà, ça va réduire de 2,5% les performances d'un haltérophile ou d'un sprinter olympique. Premièrement, qui d'entre vous qui regarde cette vidéo entraîne des athlètes olympiques? Pas moi. Par contre, pour monsieur et madame tout le monde, c'est complètement différent. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les athlètes olympiques ont moins de problèmes, de tensions, etc. parce que leur vie tourne autour de leur entraînement. Ils ont des massages sportifs, ils ont des kinés, etc. qui les étirent et tout ça. Donc ils ont moins les problèmes que nous, on a, qui sont les tensions de la vie courante, en fait. On arrive à l'entraînement avec des tensions issues de notre journée, en fait. Eux n'ont pas ce problème-là. Donc déjà, effectivement, les étirements statiques n'auraient de toute façon pas beaucoup d'intérêt pour eux, à part pour aller gagner de la souplesse si c'est un problème. Auquel cas, on le ferait sur des jours spécifiquement prévus pour ça. Par contre, pour monsieur et madame tout le monde, qui ne sont pas des athlètes professionnels et dont toute la vie ne gravite pas autour du sport, on aura des tensions, il faudra s'en débarrasser grâce aux étirements statiques. Donc ça va être notre première étape. Après, les temps de maintien vont dépendre de votre habitude avec les étirements, de votre souplesse, du niveau de tension que vous avez et du type d'exercice que vous préparez, ainsi que du type de muscle que vous voulez étirer. Tous ne vont pas forcément s'étirer de la même manière et pour les mêmes durées. Les muscles posturaux, par exemple, il faudra les étirer longtemps parce qu'ils sont habitués à accumuler beaucoup de tension et à les conserver pendant longtemps. Alors qu'à contrario, des muscles plus dynamiques, comme les ischio-jambiers par exemple, qui sont plus habitués à générer de la puissance, on va les étirer plutôt préférentiellement plusieurs séries courtes qu'une seule série longue. Ça va vraiment dépendre des groupes musculaires. Donc ça va être, à partir du moment où on rentre dans le travail d'étirement, on va toujours commencer par le statique. Et ensuite, on va passer sur du dynamique. Donc dynamique, ça peut être typiquement de faire par exemple des arcs de cercle avec le bras, ou même des mobilisations toutes simples, donc des postures d'étirement, que plutôt que vous allez les maintenir, vous allez rechercher en fait un travail un peu plus dynamique, donc d'aller chercher en fait progressivement un peu plus de souplesse, un peu plus d'amplitude, revenir à une position plus stable, chercher plus d'amplitude, revenir à une position plus stable. Pour vous donner des exemples, de toute façon, pour illustrer un peu tout ça, je vous mettrai plusieurs liens dans la description de vidéos que j'ai déjà tournées. Donc pour ça, généralement, en tout cas c'est ce que je recommande, d'utiliser des bandes élastiques, comme celle-ci, donc ça c'est une bande assez fine, hein, il en existe des beaucoup plus fortes. Donc après vous choisirez la tension en fonction du muscle que vous voulez étirer, tout simplement. Alors l'intérêt de ça, c'est que quand vous allez faire un étirement avec une bande élastique, donc déjà ça permet de couvrir énormément de choses, donc c'est un petit gain de temps, ça vous évite de passer d'un atelier à l'autre. Après pour l'aspect pratique, c'est que généralement quand vous allez vous étirer avec une bande élastique, la bande élastique va exercer une traction opposée à votre muscle. Donc par exemple, je m'accroche comme ça, donc la bande part par là pour étirer mon dorsal. Gros avantage, c'est qu'elle va me tirer, donc aller décoapter l'articulation pour lui permettre pour permettre en tout cas de faire rentrer de la synovice qui va commencer à lubrifier l'articulation, à libérer un petit peu les tensions pour qu'on puisse mieux bouger. Et ensuite, je vais pouvoir passer directement sur du dynamique. Je vais contracter en fait mon dorsal, puis le relâcher en expirant pour aller chercher plus d'amplitude. Chose qui nous est facilitée par la bande élastique, puisqu'elle va aussi nous tirer en même temps qu'on va se relâcher. Donc elle va de toute façon nous aider à aller chercher cette amplitude. Donc du statique au dynamique, le but est d'améliorer la mobilité. Donc vous avez, premièrement avec les massages, supprimé les limitations. Donc vous avez fait sauter toutes les tensions, ce qui vous permet de bouger dans votre amplitude normale. Ensuite, avec les étirements, on va chercher une amplitude un peu plus importante, qui sera plus adaptée au mouvement qu'on va aller faire ensuite. Ensuite, activation, préparation. Donc j'ai bien mis en grand spécifique. Donc le but là, c'est de se préparer à l'effort. Donc activation et préparation, globalement, on rentre déjà plus dans des exercices musculaires qui seront spécifiques à l'effort qu'on va faire. Donc je vous donnerai plusieurs exemples tout à l'heure. Mais par exemple, si vous avez un WOD avec des muscle-up, par exemple, bah vous allez pouvoir, donc des muscle-up aux anneaux, donc vous allez pouvoir déjà faire des keeps aux anneaux, faire des ring dips, travailler vos transitions au sol. Donc ça, c'est des exercices déjà de préparation et d'activation. Donc ça va préparer spécifiquement, d'une part, les groupes musculaires et les articulations que vous allez solliciter, préparer le schéma moteur, donc ça va commencer à régler l'aspect technique du mouvement, et ça va commencer vraiment à préparer aussi tous les muscles qui vont être sollicités et de la manière dont ils vont être sollicités. Ce qui est assez important aussi, parce qu'on pourrait très bien dire que, je sais pas, avant de faire du squat, je vais faire des kettlebell swing pour réchauffer ma chaîne postérieure, sauf que c'est pas du tout le même schéma moteur, donc le transfert sera pas forcément optimal. Même si oui, le muscle aura été échauffé, le transfert il est quand même tout relatif. Donc,
si on reprend cet exemple des muscle-up, il vaut mieux faire déjà des transitions de muscle-up, des keeping de muscle-up, et des dips aux anneaux, comme vous les ferez dans vos muscle-up, ça sera beaucoup plus spécifique. Donc là, le but de se préparer à l'effort, c'est vraiment, je le répète, donc de préparer le schéma moteur, de préparer les muscles, les tissus, pour le mouvement qui va être sollicité. Ramp up, donc progresser en charge, donc là c'est commencer à augmenter l'intensité de l'exercice ou la charge de l'exercice, donc vu que dans beaucoup de cas l'intensité va s'exprimer en charge, donc de faire augmenter progressivement l'intensité de l'exercice pour arriver à votre charge de travail. Ça, je donnerai des exemples pour illustrer, ce sera beaucoup plus clair. Maintenant, si on reprend l'exemple de nos muscle-up, on a travaillé nos keeping, nos transitions et nos dips, on va tout simplement commencer à faire des muscle-up. Donc par exemple, si le but c'était de travailler sur du strict muscle-up, une fois qu'on aura fait tout ça au niveau de l'activation, le ramp-up va constituer à faire des muscle-up classiques avec keeping, puis progressivement d'utiliser de moins en moins d'élan pour venir de plus en plus vers le strict. Et si vous aviez prévu de travailler lesté, d'augmenter progressivement le lest une fois que vous êtes arrivé sur les strict muscle-up. Donc encore une fois, je donnerai des exemples pour illustrer tout ça, ce sera beaucoup plus clair. Alors j'ai mis un petit bémol sur l'aspect cardio et température corporelle. Donc dans tout ça, on n'a toujours pas échauffé ni le système cardiovasculaire, ni la température corporelle. Donc la température corporelle et le cardiovasculaire, globalement pour réchauffer ça, il va tout simplement falloir augmenter le rythme de l'exercice pour commencer à vous essouffler, ce qui va faire monter le cardio, et commencer à transpirer ou au moins avoir relativement chaud. Typiquement, on n'attaque pas un entraînement en pull. Ça veut dire que vous êtes trop froid. Ça peut être un bon exemple, mais si vous êtes en hiver et que vous entraînez dans une salle qui n'est pas forcément chauffée, si vous avez besoin d'être encore très habillé pour commencer à vous entraîner, c'est que vous n'êtes pas assez chaud. Alors typiquement, ces deux étapes-là, elles vont dépendre beaucoup de l'entraînement qui vous attend. On ne va pas autant échauffer le cardio avant un max deadlift qu'avant un Fran. En revanche, pour la température, ça va beaucoup dépendre de la période de l'année et de l'endroit où vous vous entraînez. Vous vous entraînez en hiver, il fait moins 5 dehors, il fait 2 degrés dans votre salle. L'échauffement pour la température sera beaucoup plus long qu'on est en plein été, il fait 30 degrés, il fait 25 degrés dans votre salle. Le problème de la température se pose quasiment pas. Vous arrivez, vous êtes déjà quasiment suffisamment échauffé au niveau de la température corporelle. Donc ces éléments-là, on va généralement les greffer dans ces parties-là, activation, préparation et ramp-up. Tout simplement qu'on va adapter en fait le rythme de ces exercices-là pour faire augmenter le cardio et la température corporelle en fonction de l'exercice qui nous attend. Encore une fois, si vous faites de la force, du 1RM deadlift, la température corporelle devra y être, mais le cardio est moins important. En revanche, si vous vous préparez à faire un Fran, il est beaucoup plus important d'avoir déjà le cardio un petit peu réveillé avant de rentrer dans le Fran. Sinon, au moment où vous allez commencer à vous essouffler sur le Fran, vous allez avoir un petit effet trou noir où vous allez passer en fait de je suis un peu essoufflé à bam, je cherche mon souffle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça va être une petite réaction physiologique, vous allez être un petit peu choqué et c'est ce qu'on souhaite éviter. Donc il faut commencer déjà à faire monter le cardio en échauffement pour que tout votre corps soit prêt à recevoir ce stimuli-là. Donc, je vais mettre la caméra en pause, je vais vous noter plusieurs exemples de séances et on va voir ensemble comment transférer tout ça réellement dans du concret. Ok, donc voici un petit exemple pratique de ce que ça peut donner réellement sur une séance. Donc il y a beaucoup d'infos au tableau, vous n'arriverez pas forcément à tout lire. Écoutez juste bien et ça posera aucun problème. Donc la séance qui est prévue, donc elle va tourner autour du snatch. Donc première étape, 2 RM snatch, donc c'est un maxi sur 2 répétitions. 2 contraintes, c'est fait en touch and go, donc on lâche pas la barre entre les 2 répétitions. Par contre, on a le droit d'utiliser des sangles, ça pose pas de problème. Et on n'a que 10 minutes pour le faire. Donc ça, c'est pour l'aspect gain de temps. Donc là, c'est typiquement un WOD que vous pouvez faire tenir sur un cours de groupe. Hein. En termes de durée, il y aura pas de problème. Donc deuxième étape, c'est un Isabelle à 70%. Donc Isabelle, c'est un benchmark WOD qui demande de faire 30 snatchs, normalement à 60 kg pour les hommes, mais autour de 40 kg pour les femmes, for time. Donc là, on le fait à 70%. Donc c'est une prolongation en fait de ce travail. Là, on a travaillé sur l'intensité, donc sur des charges très lourdes. Là, on travaille un peu plus en termes de volume, de répétition, et on change légèrement la technique. Là, on est sur de l'effort maximal, et là, on est sur de l'effort répété. Donc on passe à ce que j'ai déjà appelé du barbell cycling, donc la capacité à répéter un mouvement d'haltérophilie en minimisant sa dépense énergétique, du coup. Et ensuite, donc un WOD des UCP Contest, donc qui est le 27, 21, 15, 9,
Overhead squat à 50 kg et pull-up pour les hommes. Pour les femmes, ça fait 27, 21, 15, 9, overhead squat à 25 kg et 20, 15, 10, 5 pull-up. Donc voilà, donc voici le WOD. Donc il n'est pas particulièrement long, hein, c'est 3 étapes qui vont durer chacune à peu près une dizaine de minutes. Alors évidemment ça va varier d'un athlète à l'autre, mais c'est pas ce qui importe le plus. Et pour ça, on va voir qu'on va faire tout ça d'échauffement. Donc ça paraît impressionnant comme ça, on va voir que finalement c'est pas si long que ça. Donc, première étape, ça va être de faire le foam rolling. Donc on l'a vu, donc c'est tout ce qui est massage. Donc on va se servir en grande majorité uniquement d'un rouleau. Je pars du postulat que vous pourriez être amené à faire ça dans un WOD en classe. Donc on minimise un petit peu le matériel. Donc seul élément assez long, ça va être l'aspect foam rolling. Donc ça peut être bien que les personnes, si c'est un cours de groupe, aient commencé à travailler ça un petit peu avant, si vous avez un espace dédié. Si vous vous entraînez seul, ça pose aucun problème. Donc, première étape, on va masser les mollets. Donc là, c'est relativement rapide. Ça rentre quand même beaucoup en considération dans la dorsiflexion, dans la flexion de l'arraché. Le mollet peut raidir beaucoup la cheville, donc c'est important de le travailler, même si c'est rapide, c'est un petit muscle, vous faites 3 allers-retours, ça prend 30 secondes. Ischio-jambier, donc là c'est relativement rapide aussi, on va principalement travailler sur la jonction haute, là-haut, donc qui peut poser beaucoup de problèmes, ça peut poser des problèmes sur le démarrage, ça va surtout en poser dans la flexion, ça peut le faire sur les deux en fonction des morphologies, pareil ça va prendre qu'une trentaine de secondes. La bande iliotibiale, donc qui est le côté de la cuisse, donc qui peut poser beaucoup de problèmes dans la flexion de l'arraché, dans le fait de garder les genoux à l'extérieur, ça peut être un facteur limitant. Les adducteurs, même problème, donc c'est l'intérieur de la cuisse, on va le travailler majoritairement en rouleau encore une fois, insister un petit peu sur l'insertion haute, et voilà, c'est pareil, ça prendra qu'une trentaine de secondes par cuisse. Les quadriceps, donc l'avant de la cuisse, donc là, ça pose pas trop de problème en termes de mobilité, mais ça va surtout être de casser un peu les tensions pour que la puissance puisse vraiment être générée sans aucun problème. Les fessiers, donc qui peuvent poser des problèmes tant sur le démarrage que sur la flexion de l'arraché, donc bien important de le masser dans son entièreté, donc ça va être le grand fessier, donc qui est là derrière, ou les petits moyens fessiers qui sont sur les côtés, qui vont rentrer en considération dans le fait d'ouvrir les genoux, donc la rotation externe de la hanche, dans la flexion de l'arraché. Si c'est pas assez bien étiré, vous risquez d'avoir un problème à bien écarter les jambes, bien passer les hanches en rotation externe, et donc pour pouvoir garder le tronc bien droit, ce qui risque de vous placer un peu en porte-à-faux, c'est pas forcément génial. Chest, donc la poitrine, pourquoi? Parce que si les pecs sont raides, vous allez garder les bras un peu comme ça, position pas solide du tout pour un snatch, bien les déverrouiller pour pouvoir être dans cette position-là, très important. Après j'ai mis traps, donc les trapèzes plus, donc très important parce que le trapèze part de là en bas et va jusqu'à là-haut, donc trapèze supérieur, trapèze moyen au milieu, trapèze inférieur en bas. Et c'est eux qui vont conditionner d'une part votre mobilité de la scapula, donc pour rester bien engagé sur votre snatch, et ça va conditionner donc aussi toute l'expansion thoracique, qui va être importante tant sur le tirage que sur la réception. Donc, j'ai mis 20 minutes pour le foam rolling, on se rend compte qu'en fait quasiment tout faire ne va prendre qu'une dizaine de minutes, mais je garde beaucoup de temps pour travailler vraiment sur les trapèzes, quitte à utiliser la lacrosse si je sens des tensions. Pourquoi? Parce que ça va vraiment conditionner, d'une part, mon efficacité à l'arracher, mais surtout, si je suis raide, je vais me retrouver dans une mauvaise position au niveau de l'épaule, voire la poitrine très en avant, donc dans les deux cas, je risque de me blesser assez sévèrement. Je vois énormément de crossfitters avoir ce que j'appelle la technique de la chauve-souris quand ils snatchent, donc la tête bien trop en avant, les épaules bien trop derrière, parce qu'ils sont pas assez mobiles au niveau de l'extension thoracique. Donc élément très important, beaucoup travailler sur les trapèzes, et s'il faut y dédier 10 minutes, on y dédie 10 minutes, et on se pose pas de questions. Si vous êtes sur un groupe en classe, vous pouvez faire tout ça avant, rappeler un peu les trapèzes, et les personnes qui sont un petit peu raides, sensibilisez-vous, responsabilisez-vous, travaillez les trapèzes avant, pendant 5 minutes, avant le début du WOD. Bref, on passe au stretching. Ok, donc notre premier étirement du T-spine, donc c'est étirement donc, de toute la région thoracique, de la colonne thoracique. Donc pour ça, le meilleur exercice pour moi, c'est de se coucher simplement sur un rouleau, avec une barre tenue dans les mains, placée comme une position overhead. Je vous mettrai un lien dans la description d'une vidéo où je démontre cet exercice-là qui fonctionne très très bien. Ensuite, étirement de la poitrine, donc là vous pouvez simplement le faire avec une petite bande élastique accrochée à un rack, vous êtes dans cette position-là, vous mobilisez un petit peu l'épaule, vous cherchez à vous grandir un petit peu, c'est très simple, ça prend pas beaucoup de temps. Adducteur, donc ça vous pouvez faire un squat en poussant un peu les genoux à l'extérieur, ou vous asseoir tout simplement dans cette position-là, et chercher à ouvrir comme ça. Pareil, c'est pas bien long.
Lizard pose, donc là c'est un petit peu plus complexe, donc le but en fait est d'être placé en fente large, tout simplement en fente large et plonger progressivement le tronc en avant pour étirer bien la jonction entre le fessier et l'ischio, qui va vous être très utile tant pour la position de départ que la position de réception de l'arraché. Et sur la jambe qui est en arrière, ça va étirer les fléchisseurs de la hanche. Donc c'est un exercice qui fait beaucoup de choses en une fois, donc quand vous êtes assez limité en temps, il est très pratique pour bien étirer toute la structure de la hanche. Donc si vous vous y prenez bien, ça vous prend 7-8 minutes et c'est réglé. Ensuite on passe à tout l'aspect préparation au mouvement. Donc là, comme on le disait tout à l'heure, il y a échauffer les muscles, les tendons, les articulations, préparer le schéma moteur, donc régler notre technique de mouvement, et augmenter progressivement la charge pour arriver à la charge de travail. Donc, pour gagner du temps, on va travailler sur des IMOM, donc every minute and a minute, donc un départ toutes les minutes, ou dans le premier cas, toutes les 2 minutes. Donc, premier bloc, on va faire 3 passages toutes les 2 minutes, donc 3 muscle snatch, donc un arraché force. Donc vous allez vraiment chercher ce déroulé pour bien préparer déjà toute la ceinture scapulaire, les rotateurs externes de l'épaule, et aller chercher vraiment le fait de monter bien haut les coudes et de dérouler le bras. 3 high hang squat snatch, donc c'est des arrachés complets, mais des parts avec la barre à ce niveau-là. Donc là le but c'est quoi? C'est de pas tirer à l'aide du dos, mais vraiment d'aller chercher votre poussée verticale pour bien guider la barre vers le haut et pouvoir passer en dessous efficacement. 3 snatch balance, là c'est pour régler votre chute et votre capacité à bien bloquer de manière dynamique la charge une fois que vous arrivez en flexion. Donc ça vous prend 6 minutes, on va travailler sur 40-50%, et c'est notre travail donc d'activation, donc qui commence déjà à régler notre patron moteur, notre schéma de mouvement, et à échauffer toute la structure musculaire, vu qu'il y a quand même 9 répétitions par série, ça échauffe bien un peu les muscles et les articulations, tout en restant très très spécifique au snatch, puisque c'est que des exercices de snatch. Ensuite, every minute and a minute, 3 minutes, donc ça ne prend que 3 minutes, un passage par minute. Un power snatch, donc qui est un arraché debout. Un hang squat snatch, donc un arraché suspension, passage en flexion. Et un snatch balance à nouveau. Donc là, power snatch, on commence à rentrer déjà dans quelque chose d'un peu plus lourd, un peu plus dynamique, le but étant de verrouiller rapidement sa charge, tirer bien fort, bien haut, verrouiller rapidement. Hang squat snatch, c'est tout simplement très simple, c'est vraiment chuter de manière dynamique, verrouiller fort sa barre, rester actif et ne pas se laisser écraser par la charge. Dernier exercice, snatch balance, même chose, on ne se laisse pas écraser par la charge, on chute de manière dynamique et on réceptionne fort, solide, gainé. On travaille environ à 60%, donc c'est pas contraignant du tout, ça va vite, c'est pas fatigant, mais ça commence à bien chauffer toute la structure musculaire, et on est déjà dans du très spécifique en termes de mouvement par rapport à ce qui va nous attendre. Alors, important, comme là on travaille en touch and go, on ne lâche pas la barre sur aucun des protocoles. Si vous avez la grippe, fatigué pour des raisons X ou Y, vous mettez des sangles, vous vous posez pas de questions. Donc, ensuite, dernier exercice, every minute and a minute, 2 minutes, donc on n'a que 2 séries. Un snatch, on fait 2 pauses, donc la première pause est sur le tirage juste au-dessus du genou. Donc là, c'est pour bien vous assurer que vous restez en avant, en contrôle par rapport à votre charge, que vos appuis dans le sol sont bons, que votre placement est bon. Donc les pauses vont durer en moyenne 3 secondes, et la deuxième pause elle est en flexion, donc une fois que vous arrivez en flexion, paf, vous avez verrouillé votre barre, vous restez 3 secondes, le but étant de vous concentrer sur le fait, est-ce que mes genoux sont à l'extérieur, est-ce que mon épaule est bien activée, elle est basse, je pousse fort dans la barre, je suis actif. Donc c'est vraiment pour... c'est plus du travail de sensibilisation sur ces 2 positions clés du snatch. Et ensuite, un snatch classique, donc une fois que vous avez fait votre premier snatch avec 2 pauses, vous faites un snatch en touch and go, et là on est à 70%. Donc pareil, c'est seulement 2 séries, donc c'est pas très fatigant. Donc tout à l'heure, je vous expliquais qu'une fois qu'on avait passé l'aspect mobilité, donc les massages, les étirements, il fallait qu'on travaille sur de l'activation, qu'on a fait principalement sur ces 6 premières minutes en 3 séries. Ensuite, ramp up, donc où on commence à augmenter les charges, à passer dans le spécifique, donc on a fait power snatch, hang squat snatch et snatch balance pour régler sa technique. Et ensuite, on est passé dans quelque chose d'un peu plus spécifique, avec toujours une petite notion grâce aux pauses de réglage technique, de sensibilisation du placement. Et on voit que les charges ont augmenté progressivement. Donc on a couvert en seulement 11 minutes tout l'aspect activation et ramp up. Donc assez intéressant aussi parce qu'on voit que cardio et température ok, parce que je vous disais tout à l'heure que
c'était important d'échauffer aussi le système cardiovasculaire et d'augmenter la température corporelle avant d'attaquer la séance. Donc là, on voit que malgré tout, comme on travaillait en IMOM, on a maintenu une certaine intensité, un certain rythme de travail, ce qui font que le cardio est déjà légèrement réveillé, en tout cas largement assez pour faire du 2RM snatch. Et la température corporelle est largement assez élevée. Donc on peut attaquer sans problème notre 2RM snatch. Une fois que le 2RM snatch est fait, on fait un Isabelle à 70% du 2RM snatch. Et ensuite, on fait notre 27, 21, 15, 9. Donc on voit que l'intensité cardiovasculaire augmente progressivement dans cette séance. Donc on voit progression du cardio. On n'a pas eu besoin de faire un réel échauffement cardiovasculaire parce que là, notre cardio était largement assez élevé pour faire ça. Là, notre cardio était assez élevé pour commencer ça. Et là, notre cardio était assez élevé pour commencer ça. Aucun problème de ce côté-là. Le système s'est préparé progressivement sur toute la séance. Température corporelle, arrivée à ce niveau-là n'était plus un problème pour attaquer ici, pour attaquer ici, pour attaquer ici. Donc il y a vraiment toute une progressivité dans ces 3 étapes d'échauffement et dans ces 3 étapes d'entraînement qui fait qu'au final, l'échauffement a été rentabilisé, il a fait sauter les tensions, il a préparé la mobilité et augmenté la mobilité, il a travaillé toute l'activation musculaire, tout le renforcement spécifique, toute la préparation spécifique et a réglé tout l'aspect technique. Gros avantage, c'est que si vous avez des défauts techniques au snatch, vous n'allez pas les régler juste en faisant du snatch. Il faut faire des exercices spécifiques. Là, il y en a quelques-uns. Ils sont généraux, hein, ils ne sont pas forcément calibrés sur les points faibles que vous pouvez avoir. Néanmoins, de ce que j'ai observé chez pas mal de crossfitters, ces exercices sont déjà assez utiles pour régler la plupart des problèmes qui sont soit de manquer de dynamisme dans la flexion, soit de tirer trop avec le dos, donc de partir en hyperextension sur son tirage, soit d'arriver dans une mauvaise position de réception avec les épaules un peu trop en arrière, la tête un peu trop en avant. Et souvent avec l'épaule un peu en rotation interne, ce qui provoque beaucoup de dégâts au niveau de la structure de l'épaule. Donc tout ça est travaillé légèrement là-dedans. Donc on voit qu'en peu de temps, on peut faire beaucoup de choses à partir du moment où on suit les bonnes méthodes, qu'on est progressif et que vraiment on ne laisse rien au hasard. On n'a pas de fuite dans cet entraînement, tous les éléments importants sont couverts. Donc voilà, entraînement court, échauffement long, c'est pas comme si votre entraînement avait prévu de vous prendre 2 heures, donc vous pouvez largement passer un peu plus de temps sur l'échauffement pour vous assurer de performer, de pouvoir faire monter l'intensité sans risque et de progresser sur la durée en corrigeant progressivement vos petits points faibles, qu'il s'agisse de points faibles en termes de mobilité, de développement musculaire ou de défauts techniques. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui pour l'échauffement. Prenez bien soin d'intégrer tout ça, de maîtriser tout ça et ma foi, ça devrait vous servir beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo. Ça me fera très plaisir, ça soutiendra mon travail. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt sur STP Muscu.